prévu, la Banque d'Israël a laissé ses taux inchangés à 4,75%. Plus intéressant, ce sont les motivations du directeur de la Banque d'Israël. Et nous retrouvons avec plaisir tout de suite le docteur Daniel Guggenheim pour les chroniques économiques. Docteur Guggenheim, bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer avec un sujet dont nous parlons souvent, le taux directeur de la Banque d'Israël. Alors, cette fois-ci, il n'a pas augmenté, il est resté inchangé et je crois que c'est une première depuis plus d'un an. Effectivement, le directeur de la Banque d'Israël, en s'alignant sur la Fed, comme nous l'avions d'ailleurs prévu ici, a décidé de ne pas changer son taux et de le laisser à 4,75%. Ça veut dire qu'au niveau de l'inflation, on en est où ? D'abord, il s'est basé sur le fait que l'inflation au dernier mois était 0,2%. Et en plus de ça, il a dit que sur les derniers mois, ce qu'il voit, c'est que l'objectif du gouvernement de revenir aux 3% se réalise. 3% annuel. Annuel. Et donc tout ça lui permet de ne pas augmenter les taux d'intérêt, qu'il juge d'ailleurs très haut. Et il a dit d'ailleurs que s'il le peut, il n'augmenterait pas les taux parce qu'ils sont déjà très hauts et que justement, il voit cette inflation s'assagir. Bon, il a un petit peu également taclé les spéculateurs. Oui, il a d'abord dit que le fait que le shekel soit si faible le gêne dans la lutte contre l'inflation. Il a même dit que lui, économiquement, il pense que le shekel, le dollar, vaut à peu près entre 3,30 et 3,40, quand aujourd'hui, le dollar est autour de 3,60, donc c'est bien plus important. Et en fait, de cette façon-là, il a voulu montrer qu'il ferait tout pour que le shekel se maintienne. Et quand les spéculateurs, comme vous le dites, taclent, entendent ce genre de choses, d'abord ils se disent peut-être il a raison, et deuxièmement, ils se disent, si c'est comme ça, il risque même d'intervenir, et il est riche. La Banque d'Israël a 200 milliards de dollars dans ses caisses. S'il veut nous apprendre une leçon, il pourra le faire, et donc nous allons arrêter d'attaquer le shekel, et donc c'est aussi ça peut-être qui va aider la Banque d'Israël de ne pas augmenter son taux. Voilà, il s'est plaint aussi par rapport aux institutionnels. Oui. Décidément, il n'était pas très content cette semaine, le directeur de la Banque d'Israël, en leur disant que il ferait mieux d'investir en Israël plutôt qu'ailleurs. Il a rappelé le fait que lui, ce qu'il voit, et c'est corroboré par la bourse, l'Israélien en tant qu'Israélien, vous, moi, la population, même les entreprises générales, ne vont pas maintenant spéculer pour acheter, faire des investissements aux États-Unis, sur le Nasdaq ou à la bourse ou SP500, etc. Et donc, il a dit, ceux qui, effectivement, d'après lui, pour l'instant, vont surtout à l'étranger, ce sont ce qu'on appelle les institutionnels, c'est-à-dire ceux qui gèrent les retraites ou les assurances et des choses comme ça. Eux, ils se plaignent du fait que le marché financier israélien ne leur permet pas d'investir assez parce qu'il s'agit évidemment de dizaines de milliards de shekels qu'il faut investir. Et alors, la Banque d'Israël, ces jours-ci, est revenue avec son idée de faire ce qu'on appelle une titrisation de l'économie. C'est-à-dire, en gros, sans rentrer dans tout le sujet, de la technique, c'est de faire que tout ce que les gens doivent, par exemple, les prêts hypothécaires aux banques, que ça soit les institutionnels qui rachètent une grande partie de ces dettes-là, hypothécaires, ce qui permettrait au bilan des banques d'être beaucoup moins fragile, de pouvoir encore plus prêter à des taux peut-être même plus intéressants, et qu'une partie du risque aille sur ces institutionnels. Mais eux, ils auront comme ça, surtout si c'est des bons portefeuilles, une possibilité sur des années, 25-30 ans, d'avoir sur 5, voire 7%, puisque c'est à peu près maintenant le taux des prêts hypothécaires ou des autres taux dans le marché. Donc, effectivement, c'est intéressant cette façon de voir les choses. Bon, alors on va passer à un autre sujet. Alors, on en parle très souvent, c'est évidemment le budget. Alors, le budget de juin, apparemment, est déficitaire, mais Daniel, vous savez très bien, il est excédentaire depuis le début 2023, donc c'est pas si mal. Tout à fait. Si on veut comparer la situation d'Israël à l'ensemble du monde, aux pays de l'OCDE,
l'OCDE en particulier, où Israël, bien entendu, est l'objet de comparaison. D'abord, il effectivement a été de 6 milliards de shekels de déficit au mois de juin, mais si on regarde depuis le début de l'année, on est encore excédentaire du même chiffre de 6 milliards de shekels. Les recettes ont été ce mois-là que de 33 milliards de shekels, ce qui est 8% de moins que l'année dernière à la même date, mais c'est dû au fait, en grande partie, que les impôts de l'immobilier ont baissé de façon drastique, 56%. Et c'est même plus que la baisse des transactions. Et ça veut dire que d'un côté, comme on le sait, qu'il y a très peu de ventes, et donc le marché immobilier, on appelle ça même, est congelé. Et c'est peut-être au niveau de l'inflation une bonne nouvelle, parce que, en vérité, pourquoi les économistes ne veulent pas qu'il y ait un grand déficit budgétaire? Parce que ça peut créer de l'inflation. Mais à partir du moment où c'est dû au fait qu'un secteur comme l'immobilier est en train de se calmer, puisque dans les secondes mains, il y a 20% en moins du prix. C'est même beaucoup plus que les chiffres qui sont officiellement annoncés. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour l'inflation. Et d'un autre côté, quand on regarde les dépenses, c'est vrai, ils augmentent, mais ils augmentent parce qu'il y a eu plus de dépenses sociales, parce qu'il y a des salaires plus importants pour la fonction publique, et surtout de l'investissement. Il y a des grands projets, que ça soit le au niveau métro à Tel Aviv, voilà, infrastructure, énergie verte, etc. C'est l'avenir d'Israël qui est en jeu. Les économistes en Israël ne sont pas du tout effarouchés de ce chiffre-là. On pense que, c'est vrai que le ministère des Finances voulait terminer à 1% de déficit sur l'année, on pense qu'on sera à 2%. Bon, ok, ça, on va dire que ça se tient encore. On continue avec une autre nouvelle, c'est la privatisation de la poste israélienne qui est en marche et apparemment, les repreneurs sont nombreux. Oui. Enfin, potentiels. Voilà. Oui. Il y a beaucoup de repreneurs potentiels. Oui, on reparle effectivement maintenant, c'est une nouvelle étape dans la privatisation. De façon incessamment, il va être publié un document où l'État va dire voici les conditions de mon offre. Et on sait déjà qu'il y a des repreneurs. Fameux, assez célèbres en plus. Effectivement, on le sait parce qu'ils se sont intéressés, ils ont sûrement demandé des questions déjà. Il s'agit en particulier de Rami Levy, de Riboua Kahol, donc c'est des grandes sociétés. La valeur de la Poste est estimée entre 1,5 et 2 milliards de shekels. C'est à peu près ce on pense que ça donnera cet appel d'offres. Elle est menée par la banque de Rothschild. Donc c'est une banque très importante qui va le faire et il va y avoir beaucoup de réunions qui vont avoir lieu justement avec ces gens-là et d'autres. Pour Israël va essayer le gouvernement va essayer d'intéresser le maximum d'investisseurs pour pouvoir reprendre ça. Peut-être ça sera 2 groupes à la fin, un groupe, on ne sait pas exactement. Apparemment, ce sera peut-être même qu'un groupe. En tout cas, même c'est 100% des actions qui va maintenant être vendues au public. Bon alors c'est assez surprenant que Rami Levy s'intéresse à la Poste, mais bon, évidemment, ça ne doit pas être pour rien. Ils doivent avoir une bonne raison. Voilà. Ah, c'est quoi la Poste dans les faits? La Poste, c'est 1 200 000 clients, 600 000 dans les comptes courants, par exemple, à la banque postale, et 600 000 dans les cartes rechargeables. Les gens, souvent... cartes prépayées. C'est comme une carte prépayée. C'est une sorte de porte-monnaie digitale, comme on dit maintenant, que les gens utilisent beaucoup. Ça permet effectivement d'avoir un peu d'argent sur soi, sans les risques que donne une carte de crédit normale. Et donc, ça, d'abord, c'est important, c'est clientèle. Il n'y a pas que ça. C'est 60% du commerce, ce qu'on appelle le e-commerce, du commerce digital est effectué par la Poste, même si on reçoit des fois des paquets dans un marchand de légumes, mais il faut savoir que la plupart du temps, c'est à la Poste. Et donc, ça aussi, c'est très, très important à ce niveau-là. Il y a 23 millions d'opérations qui sont effectuées chaque année à la Poste, donc c'est quelque chose qui vit. Ce le public a remarqué, c'est une dégradation du service aux usagers. Il y a de plus en plus de... c'est très compliqué, la Poste. C'est vrai que c'est pas facile de les joindre, de leur parler. Ça prend du temps. Bon, c'est pas simple. Et beaucoup de postes qui ferment, qui avant étaient même on le voit à Jérusalem et malheureusement aussi dans ces endroits éloignés. Avant, c'était la Poste, c'était cet endroit qui faisait vivre l'endroit et a commencé à fermer. C'est vrai que c'est ça, depuis des années, il y a un problème de déficit de la Poste. C'est pour ça qu'on la privatise aussi de plusieurs milliards de shekels chaque année et c'est ce que le ministère des Finances voyait.
Et ce qui est intéressant à dire, c'est la chose suivante, c'est que le nouveau ministre de la Communication, qui s'appelle Shlomo Kari, il a dit au ministère des Finances, je vois la volonté de privatiser, mais moi je veux sous certaines conditions. Je veux même dans ce processus de privatisation avoir mon veto pour savoir quel poste on va fermer, quel guichet on va fermer. Il faut dire que ce qui est intéressant, vous avez parlé des repreneurs, ils voient le parc immobilier de la Poste. On ne sait pas exactement combien il y a de biens. On les connaît certains à Jérusalem et à Tel Aviv. Il y en a une partie qui est au cadastre, une partie qui n'y est pas. On parle au moins de 260 immeubles qui leur appartiendraient. C'est quelque chose de très très important. C'est aussi, ça va faire justement ça, sûrement qui intéressera Milevi et les autres futurs repreneurs. Pour ce que je veux revenir, c'est intéressant pour terminer ça, sur le dilemme qu'on a entre le ministère des Finances qui veut rationaliser les choses et le fait qu'il y a des ministres qui voient, eux, parce qu'ils sont le représentant souvent d'ailleurs de l'électeur, qui voient le problème social que ça pose, non pas seulement au niveau des salariés, mais aussi au niveau d'une population qui était souvent une population défavorisée qui utilisait la Poste. Et lui, il dit, moi j'ai vu ça quand je suis arrivé et je veux que ce processus se fasse avec une balance sociale. Ça veut dire que même, en gros, hein, si effectivement la Poste est vendue, s'il y a des repreneurs, il y aura d'ores et déjà des choses à respecter pour ces repreneurs. Tout à fait. Et en plus, il est indiqué, il a obtenu ça, qu'une partie de l'argent qui va être payé par ces repreneurs, ne va pas aller au ministère des Finances, mais va servir à améliorer les services de la Poste. Ah ben ça, c'est plutôt sympa pour les usagers et pour nous. Alors, on termine avec, voilà, on est quand même au mois de juillet, Daniel, c'est les vacances, certains sont partis, certains sont rentrés, d'autres s'y préparent. Quelles sont, on va dire, les caractéristiques économiques de ces vacances israéliennes? D'abord, les caractéristiques, ça commence par une annonce qui est dans la presse des Zimmer. Les Zimmer annoncent ceux qui vont, vous savez, c'est là on peut aller souvent dans les villes, dans la campagne, pouvoir avoir une villa pour 1 ou 2 jours. Et ils ont annoncé qu'ils ont une baisse depuis Pessah par rapport à ce qui se passait de façon générale de 50% des commandes. Ils ont même dit qu'ils ont baissé le prix des Zimmer de 30%. Peut-être un peu tard. C'est vrai que c'est vraiment très très cher les vacances. Tout à fait. Ils disent aussi dans la presse que les hôtels, du fait qu'il n'y a pas plus de demandes comme d'habitude, n'ont pas augmenté leurs prix, qui sont déjà, comme vous m'avez souligné. D'ailleurs, en antenne, vous m'avez dit que aller à Dubaï pour une semaine, c'est 4000 shekels, compris l'avion. Effectivement, c'est quelque chose qui, en Israël, même à Eilat. Disons que les Israéliens ont un peu déserté le pays. Voilà. C'est un peu triste, mais... Justement, alors qu'est-ce qui se passe? Parce que d'un côté, on dit que le tourisme en Israël a bien remonté cette année. On a eu les années de Corona, et l'année avant Corona s'appelle l'année 2019, disons. Là-bas, c'était un record. 4,5 millions de touristes étaient venus en Israël. Et là, maintenant, il n'y a que 3,9 millions de touristes qu'on attend cette année. Donc, un petit peu moins, mais c'est quand même une bonne reprise. Est-ce qu'on sait, Daniel, quels sont les touristes qui viennent en masse ou qui viennent le plus nombreux? D'abord, ceux qui viennent le plus nombreux, c'est les Américains, ils sont 27%. Okay. Ce qui a étonné cette année, c'est surtout une augmentation du tourisme de la Corée du Sud et de l'Indonésie. Ce qui est intéressant à dire, c'est que les Français, d'abord, sont la seconde place dans les touristes qui viennent en Israël, mais surtout, ils restent le plus de jours, presque 9 jours en moyenne. Et il faut savoir qu'un touriste, ça rapporte beaucoup d'argent. On pense qu'en 2023, les touristes remporteront à Israël, dans l'économie israélienne, 23 milliards de shekels. Dépenseront ici 23 milliards de shekels. Donc, il y a les Français ont le pompon, ils restent assez de temps pour dépenser leurs euros ici. Ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, du point de vue des Israéliens, ils parlent beaucoup à l'étranger. J'ai les chiffres de janvier à juin, c'est déjà 3,6 millions. Donc, ce qui explique, on n'a même pas encore les mois de juillet. Les Israéliens qui sont partis à l'étranger. Et donc, c'est ça qui se passe, c'est que les Israéliens partent de plus en plus à l'étranger. Peut-être que l'été 2024 sera moins cher un peu partout et les Israéliens resteront dans le pays. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Peut-être qu'il fera moins chaud en Israël qu'ailleurs. Peut-être, on ne sait pas. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces infos, toujours passionnantes. Merci. On se retrouve la semaine prochaine.